Bonjour à tous, je vais faire la correction du brevet blanc numéro 2. Donc j'espère que j'ai la bonne version parce que là je vois apparaître avril 2024. Donc voilà, donc, j'espère que c'est la bonne. Alors, exercice numéro 1. Ok, donc c'est le grand jour. Luna et Mathias partent au Brésil et durant l'attente en salle d'embarquement, ils répondent au questionnaire. À un questionnaire, pardon. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopiez sur votre copie le numéro de chaque question suivi de la lettre correspondante normalement à la bonne réponse. Donc là, il ne demande pas de justification. J'essaierai d'en mettre, depuis de vous le dire aussi en même temps. Donc dans le pavage ci-dessous, par quelle transformation passe-t-on du motif 1 au motif 4? Bon bah là on voit que c'est donc là le B qui est en commun, on voit que la pièce elle est retournée, ok. Donc là c'est une symétrie de centre B. Donc là c'était assez simple. Donc question A, c'est réponse C. Donc symétrie, c'est une symétrie centrale. Ok, petit 2. Alors, la forme développée est réduite de x plus 2 facteur de 3x moins 1 et donc j'ai le choix entre les deux. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire sur ma feuille, en fait, sur mon cahier, de développer pour voir ce que ça donne. Alors, c'est 3x. Donc, je fasse. Voilà, donc c'est 3x moins 1. Donc x va multiplier ici, ça fait donc 3x au carré. Le x il va multiplier ensuite celui-là, ça fait moins x. On passe à celui-là qui va multiplier celui-ci, ça fait 2 fois 3x, ça fait plus 6x. Et ensuite il va multiplier celui-ci, ça fait plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Et donc ça, c'est égal à 3x au carré plus 5x moins 2. Et donc ça, c'est la réponse B. Donc ça, c'est réponse B. Petit 3. Alors, donc ça sent l'homothétie. Quelle est l'image de la figure E par l'homothétie de centre O et de rapport 3/5? Alors, la figure E, elle est là. Donc, on a divisé en 5 parties égales le segment qui est là. Et on en prend 3. Donc là, c'est la troisième partie. Donc ça fait 1, 2, 3. Du coup, c'est la figure C. Donc c'est réponse B également. Réponse B. Ok. Allez. Donc c'était sur 15 points. Il y a 5 questions. Donc c'est 3 points par bonne réponse. Donc pour l'instant, on doit avoir 9. Allez. On continue. 4. Une voiture roule à une allure régulière de 105 km par heure. Quelle distance doit-elle parcourir en 1 minute? Ok. Bon, déjà, on sait que ça peut pas être 175 km, ça serait trop. Là, en gros, on hésite entre 1750 mètres et 175 mètres. Bon, alors, franchement, c'est vraiment une question cadeau, là. C'est vraiment, ce sera 1750 mètres, mais on va le... Parce que 175 mètres, c'est vraiment très peu en 1 minute. Bon, je vais quand même faire le calcul. Donc, on a la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps. D'accord. Ici, la vitesse, c'est 105. Ok. La distance, ben, c'est ce qu'on cherche. Et le temps, c'est 1 minute. Mais 1 minute, ça fait combien ça fait combien en heures? En fait, donc pour passer des heures aux minutes, 1 heure, ça fait 60 minutes. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 60 quand on passe des heures aux minutes. Donc pour faire l'inverse, il faudrait diviser par 60. Donc là, je vais faire 1 divisé par 60, 1 sur 60.
Et donc ça veut dire que là, la distance ici est égale à 60 fois 105. Oui, c'est ça. À 60 fois 105. Ok, donc ça fait... Je prends la calculatrice. Tac, tac, elle est où? Elle est là. Donc 60 fois 105. Ah, où est-ce que je me suis trompé moi? Donc 105. Ok, donc je fais 1 divisé par 60, ça donne quoi? Ça donne... Ok, et ça je le multiplie par 105. Pardon. Voilà. Et ça je le multiplie par 105. Donc ça fait 1,75. Bien, 1,75 quoi? 75 km. 1,75 km. Donc c'est égal du coup à 1750 mètres. Et donc c'est la réponse A. Bon, ok, je sais pas pourquoi j'ai bugué là sur cet exercice. Alors, question 5. Alors j'ai un pavage, pareil, ok, ci-dessous. Quelle est l'image du polygone 4 par la rotation de centre O qui est ici et qui transforme le polygone 1 en le polygone 2. Donc ça, on voit que c'est une rotation de 90 degrés. Ok. Ça, et en fait, dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, du coup, le polygone 4, il va devenir le polygone 1. D'accord. Donc là, ça va être réponse A. Ok, donc là, on a 15 points. On passe à l'exercice suivant. Donc ça fait 7 minutes, on est bon. Allez, exercice 2. Je change de page. Sur la plage de Copacabana, un restaurateur décide de faire 90 petits pains au coco et 150 brigadeiros par jour. Il souhaite les répartir dans le plus grand nombre de sachets identiques, sans reste. Le nombre de brigadeiros est le même dans tous les sachets, le nombre de pains de coco est le même dans tous les sachets, tous les viennoiseries, brigadeiros et pains coco sont dans un sachet. Le restaurateur peut-il faire 25 sachets? Donc petit 1, ça c'est typique comme question. Il faut voir si 90 et 150 sont divisibles par 25. Donc je fais 90 divisé par 25. Ça fait. Je prends ma calculette. Donc 90 divisé par 25. Ça fait 18 cinquièmes. Ça fait 3,6. Donc déjà, ça donne pas un nombre entier. Donc ça veut dire qu'il va pas couper, c'est quoi comme truc là? Ces petits pains coco, il va pas s'amuser à couper des petits pains coco. D'accord? Il faut que les petits pains coco soient entiers. Donc 3,6 c'est pas bon. Donc il ne pourra pas faire 25 sachets. Il ne pourra pas faire 25 sachets. Même si après 150 est divisible par 25, ça c'est autre. Ça, du moins que pour les cocos, les pains coco ça marche pas, c'est pas la peine de faire le reste. Voilà. Donc là on a répondu à la question. Ensuite petit d. Combien de sachets peuvent-ils faire? De justifier votre réponse. Donc ça il faut décomposer nos deux nombres. Donc je vais décomposer 90. Je divise d'abord par 2. Ça fait 45. Je peux plus diviser par 2. Par contre 4 plus 5 ça fait 9. Ça veut dire que c'est divisible par 3. Donc je divise par 3. Là ça fait 15. Encore par 3. Ça fait 5. Et encore par 5 ça fait 1. Ok, donc ça veut dire que 90 est égal à 2 fois 3 au carré fois 5.
Je fais la même chose avec 150. Ok, donc il se termine par un 0, donc c'est divisible par 2, ça fait 75. Ça finit par un 5, c'est plus divisible par 2, donc je peux diviser par contre 7 plus 5, ça fait 12, qui est un multiple de 3. Donc je peux diviser par 3, ça fait 25. Là, 25, 2 plus 5, ça fait 7, c'est pas dans la table de 3. Donc là, je vois que le nombre se termine par 5, je peux le diviser par 5. 25 divisé par 5, ça fait 5. Et 5 divisé par 5, ça fait 1. Ok, donc ça veut dire que là, 150 est égal à 2 fois 3 fois 5 au carré. Ok. Donc ensuite, je regarde ce qu'il y a en commun entre les deux nombres. Ça va me donner le plus grand diviseur commun. D'accord? Donc ça veut dire que là, le PGCD, le plus grand commun diviseur de 90 et de 150, il est égal à 2 fois 3 fois 5. Ce sont les nombres qui se répètent en fait dans les deux. D'accord? Attention, là j'ai qu'un seul 5 que je peux prendre, je ne peux pas prendre les deux, et là j'ai un seul 3. Et donc ça fait 2 fois 6, 2 fois 3, 6 fois 5, ça fait 30. Du coup, il pourra faire 30 sachets. Donc il pourra faire 30 sachets. Alors si vous avez besoin de vérifier ça avec votre calculatrice, donc vous allez, vous faites assez là ici, et normalement il y a une touche, voilà, il y a une touche qui est marquée ici PGCD, donc on clique sur, elle est en jaune, donc je clique sur seconde et après sur la touche calque, ça donne PGCD. Après je vais mettre 90, il faut que je trouve le point virgule qui est ici, là 150. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur exécuter, on me dit que ça fait 30. Donc c'est bon, nous ne sommes pas trompés. Enfin, je me suis pas trompé ici, donc je peux continuer. Donc, petit 3. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Combien y aura-t-il de pain coco et de brigadeiros dans chaque sachet? Du coup, je vais faire 90 divisé par 3. Bon, ça va, c'est facile. Par 30, pardon. Voilà, parce que je divise par le nombre de sachets. 90 divisé par 30, ça fait 3. Et 150 divisé par 30, ben ça aussi c'est simple, ça fait 5. Donc ça veut dire qu'il y aura 3 pains coco. Donc petit, hein, c'est 3 petits pains coco, bon, c'est pareil. Et 5 brigadeiros par sachet. Ok. Ensuite, il nous dit que le coût de production d'un petit pain coco est de 50 centimes et d'un brigadeiro de 45 centimes. Quel est le prix d'un sachet? Ok. Donc là, dans un sachet, il y a 3 pains qui coûtent 50 centimes et il y a 5 brigadeiros qui coûtent 0,45. Ok. Donc forcément, ça va donner cette opération pour pouvoir calculer. Ça, c'est le coût pour les petits pains coco. Donc ça fait 1,5. 1,50. Hein, plus 5 fois 0,45. Alors ça fait 180. Ça fait 2,35 €, je ne me trompe pas. 2,25 €. Je vais faire la calculatrice. Alors là c'était, là où j'avais un doute, c'est 5 fois 0,45 fait 2,25, bravo. Donc voilà, donc je fais la somme. Donc ça fait 3,75 €. Alors ça, je me demande si ça n'a pas un petit peu changé par rapport à votre version. J'ai un gros doute parce que j'avais
il me semble que j'avais demandé à Madame Diaz de rectifier ce truc, mais je suis plus sûr. Ok, mais bon, après c'est le même principe. Ok, donc le prix d'un sachet, donc là il faut faire une phrase réponse. Le prix d'un sachet est de 3,75 euros. Ok, le vendeur doit ajouter la taxe de 20% au prix de vente. Quel est donc le prix que le restaurateur doit afficher? Ah oui, c'était là où j'étais pas d'accord avec Madame Diaz, parce que sinon il se faisait pas de bénéfice en fait. Mais bref, ça c'est un détail. Du coup, on peut faire un petit tableau de proportionnalité. Donc j'ai 3,75 € qui correspond à 100% du prix initial. Et j'aimerais l'augmenter de 20%. Donc ça veut dire que le nouveau prix sera de 120%. D'accord, si on fait 100 plus 20, ça fait 120. Et donc là, il suffit de faire un produit en croix. Donc c'est le produit des diagonales divisé par le dernier nombre. Donc ça fait 120 fois 3,75 divisé par 100. Et donc ça, on va faire la calculatrice. Donc je vais le faire sous forme de fraction. Donc j'ai 120 fois 3,75 divisé par 100. Donc ça fait 9,5, c'est-à-dire 4,5. Donc ça veut dire que le nouveau prix, donc le prix affiché est de 4,50 €. Donc ça fait 4,50. Ok, alors est-ce qu'il reste quelque chose dans cet exercice? Donc il y avait 5 questions. J'ai répondu aux 5 questions, j'ai pas sauté. Ok, je fais ça parce que la dernière fois j'avais oublié une question. Ok, donc là on a 15 points de plus. On passe à l'exercice 3. Ça fait 17 minutes. Bon, on a fait 2 exercices, ça va. Exercice 3 sur 20 points. Alors, Cristo Redentor, symbole brésilien, est une grande statue dominant la rue de Rio qui s'érige au sommet du mont Corcovado. Au pied du monument, Luna et Mathias souhaitent mesurer la hauteur de la statue, socle compris. Mathias, qui mesure 1,30 m, se place debout devant la statue. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, c'est Mathias ici. Donc c'est le T comme tête de Mathias. Voilà, c'est ça. Le M, c'est les pieds de Mathias. Là, le C, c'est pour... le C, c'est le socle, je pense. Et le S, c'est le sommet de la statue. Ok. Ok, donc là, je peux refaire un petit schéma. Hein. Ça mange pas de pain. Hop, hop. Donc bien sûr, le schéma ne sera pas à l'échelle. Mais là, on s'en fiche un peu. Alors là, c'est M, T. Ici, il y a un angle droit. Là, il y a un angle droit. Là, ça, c'est L, C et S. On peut dire que ça fait 1,30. Ça, c'est en mètres. Elle se situe à 50 cm. C'est L, c'est Luna. Donc là, de là à là, il y a 50 cm. Donc c'est égal à 0,5 mètres. Donc faut faire attention à ça parce que tout sera en mètres. Donc ok. Et puis on a quoi d'autre? Et on est 15 mètres devant la statue. Donc attention, c'est Mathias qui est devant la statue. Et là, c'est 15 mètres. Ça aussi, c'est accidentogène, là, cette partie-là. Parce que c'est pas de la statue à Luna qui fait 15 mètres. Il faudra rajouter, en fait, les 0,5 mètres. Donc ça veut dire 15 mètres 50. Hein. Donc attention à ça. Ok. Après, du coup, qu'est-ce qu'il demande? Donc ça, c'est la partie 1.
Ah tiens, je passe directement à la partie 2. Il manque quelque chose, non? Il manque une partie d'exercice. Euh, Ah, pardon, la question est là. Ok, calculer la hauteur de la statue Christo Redentor. Pardon. Ok. Donc, bah écoutez, là on est dans un triangle rectangle. Ça pourrait être. Donc là on veut SC, la longueur SC. Ça pourrait être Pythagore, sauf qu'on ne connaît pas SL. D'accord. Par contre, on voit que les deux sont perpendiculaires à la même droite, là c'est CL. Du coup, ça veut dire que c'est parallèle. TM et SC sont parallèles. Ça veut dire qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. D'accord. Donc ça, bah, c'est ce qu'on va faire. Donc ça, c'est la partie 1. Partie 1, donc j'ai TM perpendiculaire à CL. J'ai aussi SC qui est perpendiculaire à TM. Alors, qu'est-ce que je raconte moi? À CL aussi. Donc en fait, les deux sont perpendiculaires à la même droite. Ça veut dire en fait que les deux que je viens de citer là, ils sont parallèles entre elles. D'accord. Deux droites perpendiculaires à la même droite sont forcément parallèles entre elles. Donc déjà j'ai ça. Donc ça va être utile pour utiliser le théorème de Thalès. De plus, les points L, M et C, ainsi que les points L, T et S sont alignés dans cet ordre. Ok. Donc d'après le théorème de Thalès. Alors, le point d'intersection de ces deux droites, là, c'est le point L. Donc, je vais partir de là. Ensuite, je vais me dire que le petit triangle qui est ici, il va devenir le grand triangle qui est là. D'accord. Donc, au numérateur, sur mes différents quotients, je vais voir apparaître que les lettres du premier triangle qui est ici. Donc, je vais faire LT. Ensuite, j'aurai LM. Et ensuite, j'aurai MT. Ensuite, en dessous, ça va être les lettres du grand triangle. Mais pour trouver quelles sont les lettres, il faut que les points soient alignés. Donc LT, L et T sont alignés avec LS. Donc, où on peut dire aussi que la longueur LT va devenir LS par agrandissement. Ici, LM va devenir LC. Et là, MT va devenir SC. On remplace par les valeurs. LT sur LS, en fait, elle va me servir à rien celle-là parce que je connais rien en fait de ces valeurs. C'est plutôt ça dont je vais me servir, les deux là, les deux dernières. Donc LM est égal à 0,5. LC, attention, c'est 15,5. Donc ça, il faut mieux le dire comment vous avez trouvé. Donc là, dans un coin, vous mettez bien que CL, la longueur CL, elle est égale à la longueur CM plus la longueur ML. Pardon. Et donc ça fait 0,5 plus 15, qui est égal à 15,5. Il vaut mieux le dire parce que certains enseignants, et il y en a beaucoup, qui veulent qu'on précise d'où viennent les choses. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est SC, ici. Donc là, on va faire le produit en croix. D'accord. Ça veut dire que SC est égal à 15,5 fois 1,3. Donc 15,5 fois 1,30 ou 1,3, c'est pareil, divisé par 0,5.
SC, donc calculatrice, elle est là. Alors, pareil, je vais utiliser les fractions. Donc, j'ai 15,5 fois 1,3 ou 1,30, c'est pareil, divisé par 0,5. Je fais SD, et là on trouve 40,3. Ah oui, donc là vous n'avez certainement pas les mêmes valeurs, parce que j'avais fait la remarque à Madame Diaz que la vraie statue fait 38 mètres. Du coup, elle a dû changer les paramètres dans votre évaluation pour que ça fasse 38. D'accord. Donc en fait, c'est le même principe sinon. Vous devez. Donc vous, certainement, c'est 38 mètres. Parce que la vraie. Voilà. En tout cas, moi, avec les données qui étaient dans l'énoncé, c'est 40,3. Mais vous, ça serait certainement 38. Voilà, de mémoire. Allez, partie 2. Partie 2. Alors, pour pouvoir observer de plus près le Cristo Rédemptor, Mathias et Luna empruntent le funiculaire. Donc voici le schéma ci-dessous. On donne la longueur AD de la voie du funiculaire qui est de 125 mètres. Ok. Ainsi que la longueur DP égale à 33 mm. De quelle hauteur AH s'est-on élevé à l'arrivée? What? alors, attendez. Donc partie 2. Là, je me souviens plus du tout de ce truc. Alors, donc j'ai un triangle. Là c'est MP. Là c'est A. Là c'est H. Là c'est D. Donc ici on a 42. AD de là à là est égal à 125. Et ici c'est égal à 100. Ok. Alors, ok. Donc là j'ai compris ça, j'ai compris la question. Alors, AH, donc là on était à cette... on était sur le sol ici, et on doit monter ici. À l'arrivée, c'est là. D'accord. Donc ça veut dire qu'on veut calculer AH en fait. Voilà, de quelle hauteur AH s'est-on élevé à l'arrivée. Ok. On ne le voit pas, mais pour moi, il y a ici un angle droit. Ici, il y a un angle droit. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc là, ici, il y a un angle droit. Sinon, en fait, on ne peut pas calculer. Donc là, en fait, j'ai un triangle rectangle en H. Je connais cette longueur-là qui est égale à 100 et celle-ci qui est égale à 125. Donc ça veut dire qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc, petit 1, on va dire que le triangle AHD est rectangle en H. Donc ça, il faut le rappeler hein, pour utiliser le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore. Donc là, j'écris. Donc là, le plus grand côté au carré, c'est AD. Donc j'ai AD au carré est égal à AH au carré plus HD au carré. Donc ici, nous, ce qu'on cherche, c'est AH. Ça veut dire que AH au carré est égal à AD carré moins HD au carré. Ok, ça c'est une petite équation, mais que vous avez l'habitude finalement de le faire depuis la 4e. Donc je remplace par les valeurs. Ça veut dire que AH au carré, AD c'est 125
au carré moins HD 100 carré. Donc, on prend la calculatrice. Donc, ça fait 125 au carré, c'est ici. Au passage, ça fait 15 625. Moins, donc 100 au carré, ça fait 10 000. Hein. Donc ça va faire du coup 5 625. Donc je veux quand même le faire comme ça, au cas où je me sois trompé. Ok, et donc on va calculer la racine carrée de ce nombre-là. Donc ça veut dire que AH est égal à racine carrée de 5625. Alors c'est forcément plus racine carrée de 5625, parce que vous savez qu'il y a deux solutions à h au carré est égal à un nombre. D'accord. Mais vu que là, c'est une distance que l'on cherche, donc là c'est forcément positif. Donc là on va faire la racine carrée du nombre ici, là. Donc je fais la racine carrée, c'est où? Enfin, c'est ici. Voilà. Du nombre, il n'y a pas un rep quelque part? Ah, il est là. Ici ça me donne le dernier nombre calculé. Donc ça fait 75. Et là ce sont des mètres. Alors, je veux être sûr que il a bien calculé mon truc, là, quand même, on sait jamais. Donc, je fais racine carrée de 5625. Oui, donc c'était bien, il avait bien pris en compte mon 75. Ok, donc ça fait ça. Je peux encadrer mon résultat. Donc, il faut qu'il monte à 75 mètres. Ok, là maintenant, il nous demande si les droites AH et MP sont-elles parallèles. Ok, donc là j'ai pas l'indication comme quoi il y a un angle droit ici. Sur le schéma, je le vois pas là. Je le vois pas. Bon, là normalement elle avait rajouté. Mais du coup, on veut vérifier que deux droites sont parallèles. Euh, Là je sais pas qu'il y a un angle droit. Ça va du coup être le théorème de Thalès. Hein. Donc là je peux remettre cette partie là, c'est 75 mètres. Alors on va dire quoi? On va dire vérifions. Alors, vérifions si... Alors, théorème de Thalès, il faudrait que MP sur AH, vérifions si MP sur AH... Bon, attendez, je vais faire autrement. Je vais déjà dire que les points... Donc, les points D, M et A, ainsi que... Ça, c'est un ainsi. Ok, je vais le refaire, il est moche. Donc, ainsi que... Oh. Peut-être que j'arrête là ce soir. Que les points D, P et H sont alignés dans cet ordre. Vérifions. Voilà. Si. Donc, MP, je le connais pas. C'est ça, je le connais pas. Ah si, j'ai 33,6 là. Ok. Donc, j'ai beaucoup d'indications, dis donc. Ah, j'avais pas d'épée, donc il vaut mieux faire comme ça. Donc, vérifions si MP sur AH est égal à DM sur DA. Ok. Donc, d'une part, MP sur AH, c'est égal à quoi? Donc, MP
on a dit que c'était... Ah non, c'est DP qui est égal à 33,6. Qu'est-ce que j'ai fait moi là tout à l'heure? Là c'est 33,6. Donc ça on connaît pas MP. Du coup c'est pas celui-là qu'on va regarder, parce qu'on connaît pas MP. Donc là ce qu'on va regarder, c'est si DP sur DH est égal à DM sur DA. Donc DP sur DH est égal à DM sur DA. Ok. Alors, oui, donc ça, j'efface. Donc d'une part, DP sur DH est égal à 33,6 sur DH qui est égal à 100. Ok, donc je prends ma calculatrice. Donc 33,6 divisé par 100. Ça donne 42 sur 125. Ok, ça me donne 42 sur 25. Ça, c'est la fraction irréductible. D'autre part, cette fois-ci, je vais calculer dm sur dA. dm sur dA. Alors, dm c'est 42. Donc 42 sur dA. dA, on a dit que c'est 125. Ah bah c'est la même chose, hein. 42 sur 125. Donc, dp sur dH est égal à dm sur dA. Ok. Et d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Donc les droites MP et AH, donc j'aurais pu l'écrire avec des symboles mathématiques, hein, sont parallèles. Yes. Allez, petit 3. Allez, on y croit. Calculer la mesure de l'angle ADH et arrondir à l'unité. Ok, donc ADH c'est ça. Ok, pas de souci. Donc alors, je refais mon petit schéma. Hop. Donc là j'ai A, là j'ai H, là j'ai D. Là ici j'ai 125. Là j'ai 100. Voilà, ça me suffit, hein, pour calculer l'angle. Donc là on veut cet angle là. Ok. Dans un coin de ma figure, je mets la petite phrase mémotechnique casse-toi. Ok. Donc on entoure, comme c'est des angles qu'on veut, donc on entoure tous les cosinus, sinus et tangentes. Ensuite, par rapport à cet angle-là, donc là c'est le côté opposé. Du coup là ce que j'ai c'est le côté adjacent, que j'entoure les A. Ok. Et j'ai l'hypoténuse, parce qu'il est en face de l'angle droit. Donc c'est DA. Donc j'entoure les hypoténus. Ok. La seule formule où j'ai toutes les lettres entourées, c'est cosinus. Du coup, c'est celle-ci que j'utilise. D'accord? Donc on dit que le triangle DAH est rectangle en H. Donc ça aussi, c'est une condition nécessaire pour pouvoir utiliser les formules de trigonométrie. Donc on va mettre cosinus de l'angle D, ou ADH, hein, c'est la même chose. Donc là, je vais bien l'écrire. Donc ADH, il est égal du coup au côté
adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est DH. L'hypoténuse, c'est DA. Ça veut dire que le cosinus de l'angle ADH est égal à 100 sur 125. Et donc ça veut dire que la mesure de l'angle ADH est égale à arc cosinus de ça, de 100 sur 125. D'accord, c'est égal à ça. Alors, je prends la calculatrice. Et donc, on fait arc cosinus de 100 sur 125. Et on ferme la parenthèse. Donc, ça fait 36,86. Eux, ils veulent qu'on arrondisse à l'unité. Donc là, on est plus proche de 37 que de 36. Donc ça, c'est environ égal à 37 degrés. Donc là, ADH est égal à 37 degrés. Là, c'est pas grave si je mets égal, puisque non, ils voulaient qu'on arrondisse à l'unité, mais pour être exact, c'est environ égal à 1. Ok. Tac, tac. Allez, ça fait 40 minutes qu'on est dessus. On a fait 3 exercices. Ok, donc ça va, on est plutôt bon. J'ai fait toutes les questions. Donc la 1, la 2. Ok, et puis la partie 1. Ok. Allez, c'est parti pour l'exercice 4. Alors, sur la plage, Luna et Mathias étudient leur performance en natation. La distance parcourue par Luna en fonction du temps est donnée par le graphique ci-dessous. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Ah, c'est cool ça. Aucune justification n'est demandée. Donc, petit 1. Là, c'est des points cadeaux. Quelle est la distance totale parcourue par Luna? Ah bah là, en fait, là, ici, c'est le temps. D'accord, en abscisse. Donc, c'est pas là qu'on va regarder. Par contre, ici, on voit que le total parcouru, c'est 2000 mètres. Et on veut même pas... Donc 2000 mètres de justification. Ok, donc petit A, c'est bon. Jackpot. Allez, petit B. En combien de temps Luna a-t-elle parcouru les 200 premiers mètres? Donc 200 premiers mètres, c'est ici. Donc, tac, tac, je suis la ligne avec mon curseur, là. Tac, je suis arrivé sur la courbe. Et maintenant, je descends sur mon axe des abscisses. Et là, je vois que ça fait 5. Donc là, c'est 5 minutes. Ah là là, j'espère que vous avez fait ça, que vous avez réussi. Ensuite, petit 2. Y a-t-il une proportionnalité entre la distance parcourue et le temps sur l'ensemble de la course? Justifié. Alors la réponse c'est non, car la courbe n'est pas une droite. La courbe n'est pas une droite. Alors au début, dans les 10 premières minutes, oui, mais ensuite non. Alors on va dire que non, car la courbe n'est pas une droite passant par l'unité. Passant par l'origine, pardon. L'origine du repère. Alors, quelle est la vitesse moyenne de Luna sur l'ensemble de son entraînement? Exprimer la vitesse en mètres par minute. Ok, donc, à connaître vraiment par cœur. Hein. Ça, la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Voilà. Alors ici, la vitesse, donc ça, la distance parcourue, donc vitesse moyenne, c'est la distance, donc ici c'est 2000 mètres, divisé par la durée totale, ici ça dure, donc là on est ici, on est là en 2000, on descend, on suit la ligne, et donc ça fait 45 sur 45 minutes. Ok. Donc ça veut dire que la vitesse moyenne
égale, calculatrice, elle est 2000 sur 45, divisé par 45, c'est pareil. Donc ça fait 44,44 mètres par minute. Ok, ou si vous n'êtes pas habitué avec cette écriture là, mètres par minute, comme ça. Et c'est mieux. Et donc là, on aimerait... Est-ce qu'il fallait arrondir? C'est pas marqué. Donc en gros, ça serait 44. Si on doit arrondir à l'unité, ça serait 44 mètres par minute. Voilà. Non, là je vois pas que ça... Je vois pas le... Pour moi, c'est pas demandé. Ok. Ok, bon. Alors, petit 4. On suppose maintenant que Mathias progresse à vitesse constante. Donc ça, vitesse constante, ça veut dire que c'est proportionnel en fait. La fonction f définie par f de x égale 50x représente la distance qu'il parcourt en fonction du temps, qui est x. Ok. Cette fonction est-elle linéaire? On l'avait pas vu ensemble, ça. Mais oui, elle est linéaire parce que c'est une droite. Alors ça, je pense qu'elle a dû l'enlever parce qu'on n'avait pas vu ça. Alors, donc j'ai f de x qui est égal à 50x. En gros, ça, c'est l'équation d'une droite, donc c'est linéaire en fait. Voilà. Et en plus, ça, pour x égale 0, pour x égale 0, f est égal à 0. Donc en fait, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc la courbe est une droite qui passe par l'origine. Donc bon, c'est pas grave si les questions ont été modifiées, puisque en tout cas pour le brevet final, ça, c'est la réponse que je vous donne, ça vous parlera. Puisque là on n'a pas encore vu ça ensemble. Donc c'est linéaire. Donc normalement vous n'avez pas cette question. Alors je sais pas par quoi elle a dû remplacer. Gros doute là. Petit b. Calcule l'image de 10 par la fonction f. Donc là on va calculer f de 10. Ça veut dire que je remplace x par 10. Donc ça fait 50 fois 10. Donc ça fait 500. Voilà. Expliquer ce que représente concrètement ce résultat. Alors, en 10 minutes, Mathias, avec un seul T, sans H, Mathias a parcouru 500 mètres. Ok, calculer l'antécédent de 2015. Donc ça, c'est une petite équation. Donc là, f de x est égal, du coup, on avait dit à 50x, et on veut que ça soit égal à 2015. Ok. Donc, on enlève le 50 devant le x, donc on divise par 50 à gauche et à droite. Et donc ça fait que x est égal à 2015 sur 50. Donc 2015 sur 50. Ok. Donc ça fait 40,3. 40,3. Ok. Ensuite, c'est fini pour l'exercice 4. Alors si j'ai petit c, j'ai petit b. Donc petit a, il n'était certainement pas à faire pour vous. Il a dû être remplacé par une autre question. Je suis désolé, j'ai pas la dernière version apparemment. Mais on
n'est pas loin en tout cas de la version finale. Ensuite j'ai la 3, j'ai la 2, j'ai la 1. Ok, donc je vais passer à la 5. Un petit exercice sur Scratch. Ok, Luna et Mathias tentent de remporter des places pour pouvoir assister au carnaval de Rio de Janeiro. Pour cela, ils tentent leur chance sur la tablette à disposition. Le jeu est présenté sous la forme d'un programme Scratch ci-dessous. Ok, montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, on obtient 6 comme résultat, justifier la réponse. Ok, alors, je pars du nombre 2. Ensuite, qu'est-ce qui arrive à ce 2? Donc, je mets dans nombre la réponse. Voilà, donc, je vais faire un autre schéma. Parce que j'ai des variables. Donc, je vais mettre la réponse. Ensuite, j'ai nombre. Après, j'ai quoi? Tac, tac, tac. J'ai pas d'autres variables. Ok, j'ai 2 variables seulement. Ok, donc là, au départ, on met 2 dans réponse. Ok. Ensuite, le 2, quand ils disent mettre nombre à réponse, ils vont mettre 2 là-dedans. Ok. Ensuite, petit 2, on me dit de faire nombre fois 1,5. Donc là, on va faire, et de mettre ça dans nombre. Donc plutôt comme ça, plutôt. On va mettre la flèche comme ça. On fait fois 1,5. Donc ça fait 2 fois 1,5. Et donc ça nous fait 3. Ok. Ajouter 3 à nombre. Donc toujours dans nombre, je fais plus 3. Donc ça fait 3 plus 3. Ça fait 6. Ok. Ensuite, toujours dans nombre, faire nombre fois 2. Donc là, petite flèche, je fais fois 2. Donc ça fait 6 fois 2, ça fait 12. Et ensuite, toujours dans nombre, mettre nombre moins 6. Donc petite flèche, je fais moins 6. Donc je fais 12 moins 6, qui est égal à 6. Donc ça y est, on a justifié, ça fait ça. Voilà. Si je peux rajouter variable ici. Alors si le correcteur ne comprend pas ça, là on ne peut rien pour lui, mais normalement il devrait comprendre. Alors, petit 2. Que dira le robot si la valeur choisie au départ est 7? Justifier la réponse. Donc pareil que là, on part de là, ça fait 7. Je vais dans réponse, je mets dans nombre, là ça fait 7. Donc là c'est CQFD. Hein. Ensuite on multiplie par 1,5. Donc 7 fois 1,5, ça fait 10,5. Ok. Ensuite on rajoute plus 3. Ça fait donc 13,5. Ok. Ensuite, on multiplie par 2. Ça fait donc 13,5 fois 2. Ça fait 27. Ah, j'ai pas écrit ici le calcul. Ça fait 10,5 plus 3. Ça fait 13,5. Et là, ça fait 7 fois 1,5. Ça fait 10,5. Ok. Ok. Et puis, là, après, je dois faire moins 6. Donc moins 6. Donc ça fait 27 moins 6. Et donc ça me fait 21. Ben voilà, c'est ce qu'il voulait. Ah non, pardon. Ok, donc c'est pas fini parce que là, une fois qu'il a trouvé 21, donc si le nombre est plus petit que 20, alors dire bravo, vous avez gagné. Sinon, dire désolé, vous avez perdu. Là, Mathias et Luna ont trouvé 21. Ça, c'est plus grand que 20. Donc le robot, on va dira désolé. Ah tiens, avec deux... Bah, le robot est féminin apparemment. Bon, bah écoutez, il est féminin. Désolé, vous avez perdu.
vous avez perdu. Ah, ça m'embête de mettre deux. Allez, on met un seul. Voilà. Donc désolé, vous avez perdu. Mais bon, techniquement, en fait, voilà, bon, je suis obligé de le mettre le E. Parce que, en fait, c'est ce qui est écrit ici qui va dire le robot. Donc il va y mettre un D majuscule, ensuite la virgule, et le point, ouais, il va mettre un point à la fin. Si vraiment on veut être précis, ça va faire ça. Voilà. Et donc là, il faudrait rien oublier, hein. La virgule, le point, enfin bon, je sais pas si mes collègues vont pousser en fait la correction jusque là, mais voilà, c'est possible. Alors, en notant x le nombre des départs, montrez que le programme calcule simplement le triple du nombre choisi. Ok. Ok, on va le montrer. Donc on était sur réponse. Ensuite, on va sur nombre. Alors là, on met x. Donc là, ensuite, ça va dans nombre. Ensuite, on multiplie par 1,5. Donc ça fait 1,5x. Ensuite, on ajoute 3. Donc c'est plus 3. Donc ça fait 1,5x plus 3. Après, on multiplie par 2. Donc ça fait 1,5x plus 3, le tout fois 2. Ok. Et ensuite, on fait moins 6. Donc tout ça là, ça fait... Donc là je peux... Tiens, je vais distribuer déjà. Donc ça fait 2 fois 1,5, ça fait 3x. Plus 2 fois 3, ça fait plus 6. Et là j'ai moins 6. D'accord, donc ça fait déjà 3x. Je crois que j'ai fini du coup. Oui, bah c'est ça. Bah, voilà. Donc là ça fait 3 fois x. Donc ça montre bien, donc CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Ok, quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat? Alors, on a ça comme équation, on a 3x, et on veut que ça soit égal à 0. Ça, c'est vraiment un point tranquille, hein. Du coup, bah, c'est x égale 0. Tout simplement. Donc là, il faut faire une petite phrase réponse. Il faudra choisir x égale 0. C'est facile, non? Ok, donc là, est-ce que j'ai tout fait? Donc 4, 3, 2, 1. Ok. Bon, allez, c'est parti. Je pense qu'on a encore 15 points. Cool. On en est à 58 minutes, donc presque une heure. Il nous reste l'exercice 6. Ah, bah on a fini pratiquement. Donc, je pensais qu'il y avait plus d'exercices que ça. Bon, exercice 6. Ok. Pour rafraîchir tout le monde, Luna prépare un jus d'orange. Pour cela, elle presse 24 oranges. Donc ça, il faut bien le mettre là, quelque part. Donc ça, j'ai 24 oranges. Ça, à mon avis, ça va servir après. Toutes supposées identiques et verse le jus obtenu dans un pichet de forme cylindrique. Ok. En vous aidant des documents ci-dessous, dire si le jus d'orange débordera du pichet. Ça, c'est très important, ça. Alors, une orange donne 35% de son volume en jus. Là, on a 4 cm de rayon pour une orange. Et là, on a les dimensions du pichet. Ok, donc là, on va calculer, du coup, le volume d'une orange. Ensuite, on va le multiplier par 24 pour avoir le volume total. Et ensuite, on va prendre 35% de ce volume pour calculer en fait la quantité de jus que l'on va comparer ensuite au volume du cylindre, enfin du pichet là. Comment ils appellent ça? C'est pichet, c'est voilà du pichet. Et on va voir du coup si ça déborde ou pas. Donc déjà,
volume une orange. Donc c'est sphérique. Donc ça fait 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Et pas 3/4 comme j'ai pu le voir. Donc attention aux formules. Du coup, je remplace par ce que j'ai. Donc c'est par 4. R est égal à 4 ici. Donc ça fait 4 tiers fois pi fois 4 au cube. Du coup, ça fait 4 puissance 4, puisque j'en ai un là fois celui-là. Le tout sur 3 fois pi. Ok. Et donc le volume de 24 oranges, c'est égal du coup à 24 fois ce truc-là. Fois 4 puissance 4 sur 3 fois pi. Ok, donc ça, je peux un petit peu modifier ça, parce que 24, c'est 8 fois 3, fois 4 puissance 4 sur 3 fois pi. Donc les 3, ils vont s'éliminer. J'ai encore un 4 dans le 8, c'est 4 fois 2. Donc ça fait 2 fois 4 à la puissance 4, pi. 4 fois 4 puissance 4, ça fait 2 fois 4 à la puissance 5 fois pi. Alors, je vous rassure, c'était pas demandé ça. Donc moi, je le fais. Voilà, je le fais. Mais bon, c'était pas demandé. Donc ça, c'est le volume de 24 oranges. Ok, donc ça, c'est le volume de 24 oranges. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je verrai après. Bon, on peut le calculer si vous voulez. Et donc ça fait quoi? Calculatrice. Donc ça fait 2 fois 4 à la puissance 5. Voilà. Non, c'est pas celui-là que je veux. Donc je sors. Fois pi. Donc seconde. Et pi, je le trouve où déjà? Il est là. Donc ça fait 2048 pi. Donc ça, c'est la valeur exacte. Donc ça fait 2048 pi. Et c'est environ égal à, j'appuie sur SD, 6434. Donc 6434 litres. Ça me paraît beaucoup. Ah, c'est pas des litres. C'est des centimètres cubes. Oula, attention à ça aussi. Donc ça, c'est à centimètres cubes. Je sais pas si ça sera demandé après, mais voilà. Donc ça, c'est des centimètres cubes, c'est pas des litres. Ok, sachant que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ok. Et ça c'est, on veut 35% de ce volume-là. D'accord? Donc on peut faire donc le volume de donc le jus. Donc le volume du jus. Donc là, je peux faire un petit tableau. Donc 100%, ça correspond à 6434. Et nous, on cherche que 35% de ce volume. D'accord? Donc là, il faut que je fasse un produit en croix. Donc là, ça va me faire 35 fois 6434, le tout divisé par 100. Alors ça va me faire combien? Je prends ma calculatrice. Donc ça fait 35 fois 6434. Le tout divisé par 100. Donc ça fait donc le jus, donc le volume du jus, ce qui n'est pas le même que le volume des oranges. Le volume du jus est égal à 2252, puisqu'on voulait à l'unité, 2252 cm3. Cool. Donc ça, on a le volume du jus. Maintenant, on va calculer le volume du pichet. Donc le volume du pichet. Alors là, on a affaire à un cylindre. Donc c'est la surface de la base multipliée par la hauteur. Donc c'est pi fois rayon au carré
multiplié par la hauteur. Alors, vous voyez, j'ai pas mis le même R que là, puisque c'est pas les mêmes rayons des deux. Donc voilà, c'est juste pour un petit peu modifier. J'aurais pu mettre R1 et R2. J'ai mis ça comme ça. Donc là, je remplace par les valeurs. Donc le volume du pichet est égal à pi. Donc le rayon, je vois que c'est égal à 6. Donc pi fois 6 au carré fois 20. Et ça, c'est égal à quoi? Alors, ça fait pi. Je l'avais vu, pi, il était où déjà? Il était là. Donc pi fois 6 au carré, donc c'est 36. Ok. Fois 20. Ça fait 720 pi. Donc déjà 720 pi, tout à l'heure on avait trouvé 2000. Ah oui, mais ça c'était le volume total des oranges. Donc ça fait 2262 à peu près. 2262 cm3. On voit que c'est 10 cm3 au-dessus du volume du jus. Donc là, Luna, oui, elle va pas renverser. Hein. Bravo Luna. Super. Alors, donc ça, c'est supérieur. Ah, pardon, c'est pas des carrés. Hein. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est des cubes. Centimètres cubes. Et ça, c'est supérieur, du coup, à 2252. Donc ça veut dire que là, le volume du pichet, il est supérieur au volume du jus. Et donc là, on va dire que le jus d'orange, donc le jus d'orange ne débordera pas du pichet. Et voilà, on a fait un petit 100 sur 100 là, je pense. Hein. On a réussi toutes les questions. On n'a rien oublié, enfin j'ai rien oublié. Là, il est 1h07. J'ai fait en 1h07. Donc là, ce qui est bien, c'est de se relire. Regardez si on n'a pas oublié de phrase-réponse. Si j'ai pas oublié des questions. Voilà. Ça me semble bien. Ça me semble bien. Alors comme je vous ai dit, ça sera pas peut-être exactement la même version. Donc moi, ce que je vais faire, je vais également vous. Bah, de toute façon, vous avez l'énoncé qui apparaît à l'écran, donc vous pourrez l'utiliser pour vous entraîner. Du coup, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement les mêmes résultats sur votre copie, parce que il y a des petites choses qui ont changé, notamment pour le Cristo Redentor ici. Voilà, je pense que c'était 38 mètres. Et puis là, linéaire, on vous le demandait pas normalement. C'était une autre question. Bah voilà pour cette session, de révision, de correction. Voilà, j'espère que ça va vous servir pour en juin. Donc bonne chance à vous, bonne révision à tous, et puis j'espère que vous avez réussi ce brevet. À bientôt.